C'est lourd être en mode de survie tout le temps. Si on doit à tout le monde, puis qu'on sait que chaque fois que le téléphone sonne, que c'est quelqu'un qui est à la recherche d'argent, qui veut un paiement, on ne répond plus au téléphone. Ici, à Magog, là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'isolement. Il y a beaucoup d'isolement. Il y a des personnes seules qui sont dans les rues, qui vont marcher, tu sais, puis qui... Eux autres, là, ils vont... Tu sais, ces gens-là, là, ils sont tellement renfermés, là. Il y en a qui n'ont pas de famille, donc c'est une pauvreté sociale. Parce que quand on vit une difficulté, ce qui nous aide à nous relever, souvent, c'est un coup de pouce de ceux qu'on connaît. Puis moi, à l'école, je comprenais pas quelque chose. Le professeur me disait, va-t'en dans le jouet dans le coin, là. Il a passé 10 ans dans le coin de la classe. Parce que personne ne s'est jamais occupé de lui. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a d'autres que la lecture. C'est difficile, là. Suivre le train des choses qu'on nous envoie des fois. Et il y a des gens qui sont moins performants puis sont pénalisés parce que soit ils ne gardent pas l'emploi ou qui ont un handicap physique, un handicap intellectuel, un léger retard, mais c'est une main-d'œuvre perdue. Et c'est des gens qui ne trouvent pas justement où amener leurs compétences parce qu'ils sont compétents. Tu sais, ils en ont des habiletés puis des qualités, mais ils ne sont pas mis de l'avant. Donc c'est encore plus dur de se réinsérer dans une société qui ne te donne pas de place justement parce que tu as des limites. On sait que notre société au Québec est vieillissante. La MRC, même Frémagogue, vieillit avant le reste du Québec, mais à l'intérieur de la MRC, même Frémagogue, à Stansted, je crois qu'on arrive même un peu à l'avance des autres secteurs. C'est ça, le Centre d'action bénévole existe depuis 1980. À ce moment-là, c'était les services de popote roulante. Les services ont augmenté. On livre entre 25 et 40 repas par jour. Puis c'est ça, on livre jusqu'à le secteur d'Ayer's-Cliff 2 fois semaine. C'est des repas frais et des repas congelés qui sont possibles. Et puis c'est au coût de 5 $ par jour. Ça inclut une soupe, un plat principal et un dessert. L'année passée, au-delà de 10 700. Puis c'est en croissance, c'est sûr, là. Les repas de la popote roulante sont disponibles aux personnes 65 ans et plus, les personnes qui ont une maladie chronique ou qui sont convalescentes, qui sortent de l'hôpital. Le centre offre aussi des dépannages alimentaires. On a effectué à peu près 100 dépannages l'année passée qui représentent à peu près 250 individus, là. En général, les personnes aînées ne demandent pas. C'est des gens qui sont habitués de s'arranger. Ici, on retrouve notre local de prêt d'équipement orthopédique. Donc, c'est béquilles, chaises roulantes, marchettes, bancs de toilette. On prête ces équipements-là aux gens sur notre territoire. Il n'y a pas de frais. C'est prêté, c'est gratuit. Ici, au Centre d'action bénévole, on offre plusieurs services aux aînés. Notre financement est majoritairement maintien à domicile, de l'aide domestique, de l'aide repas ou de l'aide à l'hygiène, ces trucs-là. Nous, on offre aussi des programmes d'activité physique pour prévenir les chutes. Les deux problématiques chez les aînés les plus grandes, c'est la nutrition et les chutes. La majorité de nos bénévoles, c'est des personnes retraitées. Mais ça, c'est des personnes là, que c'est une job faire leur bénévolat, tel qu'au comptoir familial. On trie tout le linge par grandeur, c'est mis sur les supports, c'est descendu en bas, et on regarde seulement avec le beau. Ils donnent de tout. Des chaussures, des vêtements pour dames, des vêtements pour hommes, des vêtements d'enfants, beaucoup de bottes aussi d'hiver, des sacoches, on a de la literie, on a de la vaisselle. On a des petits appareils électriques. La maison nous a été donnée par les Ursulines Océan. Après que le couvent a été fermé, ils nous ont donné la bâtisse pour continuer leur œuvre. En 9 ans, on a ramassé ici au comptoir familial 139 000 $ pour aider les gens dans le besoin. À Stansted, on est reconnu défavorisé, oui. Le milieu... Les
Les opportunités d'emploi, les emplois traditionnels, c'était des usines de granit pour les messieurs. Les dames, c'était des usines de couture. Avec les années, ces emplois-là ont plus ou moins disparu. C'est plus des usines d'envergure comme ça a déjà été, en particulier dans la couture. Le granit aussi, maintenant, la compétition est assez féroce là, de la Chine. Mais encore, les emplois, il n'y a pas une variété d'emplois. Puis aujourd'hui, on me dit que les emplois qu'ils ont, les personnes de Stansted ne sont pas formées pour les remplir. Les commerces vont dire, on a des emplois, mais on ne peut pas se trouver d'employés convenables. Fait que maintenant, les gens viennent de l'extérieur travailler à Stansted. Mais il y a plusieurs personnes qui sont sans emploi à Stansted. Les enfants sont considérés défavorisés. On a 4 programmes préscolaires à Stansted qu'on ne retrouve pas dans un milieu de 3000 habitants d'habitude. Et puis le Centre d'action bénévole offre un programme parents-enfants 0-5 ans, encore pour permettre la stimulation des enfants avant qu'ils arrivent à l'école. Ici, on a 40 familles. Puis on a plein d'activités, on fait des cuisines, des jus de lait, des thématiques, des sociales, avec les membres de CLSC au C3S, donc les infirmières, les professeurs, on a les ambulanciers, on a les polices qui rentrent. Côté de social, donc on fait des fêtes ensemble pour les anniversaires, Noël, tu sais, tous les anniversaires. Puis ça donne une chance à les enfants de rencontrer d'autres enfants avant qu'ils rentrent à l'école. À cause des mamans qui viennent ici, leurs enfants ne vont pas aux garderies. Donc, il manque cette étape d'être capable d'être socialisé, d'être capable de rentrer à l'école. Donc, ça l'aide beaucoup, je trouve. C'est ça qu'on a vu. On s'occupe de la sécurité, du bien-être de nos membres parentales. J'ai actuellement 21 appartements, 21 mères avec une trentaine d'enfants âgés de entre 6 mois et 11 ans. 21, elles sont en démarche, elles sont désireuses de se sortir de différents types d'impasses, sortir de l'isolement, accéder au marché du travail, études, se donner une fierté au niveau de leur réalisation personnelle, stabiliser leur situation, peut-être suite à une rupture, faire en sorte que les enfants puissent reformer, que tout le monde puisse reformer une petite cellule familiale stable pour être en mesure de faire des démarches, accéder à l'autonomie, se prendre en main, puis mener de l'avant, comment je peux dire, gagner du pouvoir en soi et la pleine confiance. Il y a également un CPE, donc il s'agit du Centre de la petite enfance La Pleine Lune, qui donne aux mamans l'accès directement à un service de gardiennage de jour. Un petit peu moins que 50% des places sont occupées par les enfants de la Pierrot, et pour le reste, il s'agit justement d'enfants de la communauté de Magog. Donc, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu d'épanouissement et de développement pour nos petits. J'ai des mères ici qui avaient déjà passé, il y en avait une qui avait déjà comme bien intégré à un moment donné un type de préjugé ou d'exclusion, si je peux dire sociale. C'est dans le sens de dire de peur de se faire juger ou de se faire pointer comme mère monoparentale. Elle ne voulait pas sortir par l'intérieur. Donc, c'est une mère qui arrivait avec ses enfants, mais de l'extérieur, pour dire, moi, je suis identique aux autres. Je ne veux pas qu'on me perçoive comme cliente, participante de la vie de la Pierrot, aux peurs de me faire cibler comme mère monoparentale. Donc ici, l'image, elle est assez forte et assez concluante, qui fait qu'à partir de là, on peut être en mesure de dire, on va travailler la fierté de soi, on va travailler ses compétences, puis on va démontrer qu'on est aussi capable de prendre notre place comme qui que ce soit. Une de nos activités ici, entre autres, là, c'est du côté de tout ce qui s'appelle jardinage. On travaille beaucoup au niveau de la conception, de la vie, de la stabilité, tout ça, le plaisir de connaître, le plaisir d'explorer, l'alimentation. Fait que c'est une vie quand même assez active, de jour, de soir. Il y a des ateliers de soir. J'ai une équipe de gardiennage, à peu près une quarantaine de bénévoles qui viennent donner un coup de pouce. Des gens de la communauté qui apportent un support tant au niveau des ateliers qu'en gardiennage des enfants. Oups! Moi, ce que j'aime, en fait, c'est l'endroit quand même assez tranquille, un peu de boisé autour. Moi, j'adore la forêt, donc je suis chanceuse, j'ai un logement qui donne plus sur des arbres de l'autre côté. J'aime le fait que ce soit que des filles ici. J'aime le fait qu'on soit des mères monoparentales
qui ont des enfants, puisque nos enfants peuvent créer des liens, avoir des amis très proches. J'aime aussi que ce soit une construction assez récente, qui fait qu'on a des beaux logements propres. J'ai 31 ans. J'ai un garçon de 8 ans puis une fille de 9 ans. Je fais partie du comité d'organisation qui prépare les assemblées générales des résidentes. Puis là, on s'est rendu compte que les filles veulent s'impliquer beaucoup plus. Donc, on est devenues des participantes et non des résidentes. Puis on veut que les filles s'impliquent dans toutes sortes de comités pour qu'éventuellement, ce soit nous, même seuls, qui soient capables de faire vivre la Villa Pierrot. Je pense que les enfants aussi sont beaucoup plus stables, sont beaucoup mieux, sont plus, comment je pourrais dire, sont plus épanouis, plus ouverts, plus, oui, ça transparaît, mais je pense que ça vient d'ici, ça vient de moi, et ça s'est rendu à eux aussi. Oui, c'est ça, la confiance en moi beaucoup a changé. Je suis plus heureuse aussi. Je me connais mieux. C'est sûr, le côté financier aussi. Je veux dire, j'ai réussi à accumuler, à mettre de l'argent de côté pour la première fois de ma vie. C'est le fun. Ça fait du bien de souffler aussi de ce côté-là. Oui, vraiment. Ça en prendrait plus des places pour les jeunes mères monoparentales. On est 21 sur combien de femmes ici à Magog qui ont besoin de ce service-là. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Puis je pense que c'est vraiment comment je peux dire ça? C'est vraiment une grande chance de passer par ici. C'est vraiment une très grande chance de pouvoir passer par ici dans ton parcours de vie si t'es rendu là. Puis de pouvoir te remonter, puis te rebâtir un avenir fort. Moi, là, je suis née à Magog, hein, puis je veux dire, Magog avant, c'était petit, mais tout le monde se parlait, tout le monde s'aidait, s'entraidait. Mais pourquoi pas continuer comme ça aujourd'hui? Puis c'est important. Puis aussi, de ne pas porter de jugement aux autres, envers les autres. Alors, les cuisines collectives, chez nous, le Boucher Double, ça fait 20 ans que ça existe. Ça s'est toujours voulu être pour tous. Donc, de ne pas faire des catégories de gens. C'est un organisme aussi qui donne beaucoup le pouvoir des gens d'agir, de faire des choix dans leur vie, de faire les choix de leur menu, de faire le choix de leurs achats. On est là pour les accompagner, pour les guider, pour faire le meilleur choix, que ce soit économique, santé. Donc, un défi à toutes les cuissons. Moi, je pense que les cuisines, ça reflète beaucoup toute notre société, donc des plus jeunes aux plus âgés. Les gens qui vont venir parce qu'ils adorent cuisiner, qui ont une passion qu'ils veulent partager. Et il y en a qui viennent parce qu'ils ne savent pas cuisiner du tout ou qui n'ont pas cuisiné depuis longtemps. Chaque personne qui vient, on les rencontre. On veut voir aussi qu'est-ce qu'ils viennent chercher aux cuisines, c'est quoi leurs attentes. Et on nomme aussi c'est quoi leurs inquiétudes, y en a-tu, qu'est-ce qu'ils viennent chercher aux cuisines. Puis là, on va les guider puis les accompagner là-dedans. Okay. Moi, j'ai vu des beaux succès de voir les gens qui pensaient pas aller plus loin dans leur vie puis que ça leur a amené ailleurs. De venir dans des organismes, là, nous, c'est des cuisines que j'ai constatées, de voir quelqu'un qui commence à aller chercher la ressource, qui va apprendre à lire et écrire. Les gens qui décident d'un retour aux études ou d'aller sur le marché du travail, j'ai vu ça aussi. C'est les gens qui ça fait longtemps qui n'ont pas travaillé, puis de fait d'être en groupe, une dynamique de groupe, c'est très fort. Ça renforce, c'est un positivisme, ça l'entraîne, un effet d'entraînement sur les autres. Alors, je suis très heureux du train des mots parce que j'apprends ma grammaire et à compter et parce que Nicole apprend à lire l'heure. C'est un organisme qui vient en aide aux gens qui ont de la difficulté à lire, à écrire, à compter et qui veulent s'en sortir. Alors, c'est un organisme qui travaille avec des bénévoles strictement, comme Bernard. La plupart sont retraités, ils ont du temps et ils prennent en charge une personne. On présume, vous et moi, que tout le monde sait lire. Tous ceux qui savent lire sans difficulté présument que c'est facile, aussi facile pour les autres que pour soi-même.
Il y a la moitié des gens dans notre société qui ne lisent pas avec assez de facilité pour faire ce qu'ils veulent. Alors, ils sont très discrets, ils se fondent dans le décor, ils ont trouvé toutes sortes de trucs et de moyens, justement, pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Il y a une de nos guides qui me disait que son beau-frère ne savait pas lire, travaillait dans une imprimerie. Qui est-ce qui aurait deviné? Ça demande un effort, une détermination qu'on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, il y a un bon nombre de personnes analphabètes fonctionnelles qui ne se reconnaissent pas comme analphabètes. Ils disent « je sais lire, j'en ai eu une au téléphone hier, je sais lire ». Mais ils ne comprennent pas. Les gens nous appellent, je comprends pas. Ils m'ont envoyé de quoi, le gouvernement m'a envoyé de quoi, j'ai reçu un courrier, je comprends pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut me l'expliquer? On fait ça. C'est que pour beaucoup d'analphabètes, il y a une confusion, il n'y a pas de clarté mentale dans les concepts de temps et d'espace. Bon, par exemple, imaginez notre Madame Nicole ici. Elle ne sait pas lire l'heure, ça commence mal. Elle ne sait pas lire l'heure. Alors, on lui donne un rendez-vous à 3h15. Elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire 3h15. Puis on lui dit, ça va être mercredi. Elle ne sait pas mercredi que c'est le début que c'est le milieu de la semaine, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est au juste une semaine. C'est un flou parfait là, dans la tête. Alors quand on ne peut pas se situer dans le temps, comment on fait pour tenir un rendez-vous ou pour le retenir non plus? Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles. Ça a à voir avec le fait qu'ils n'ont pas appris à lire. On a eu une situation où que la caisse avait envoyé du courrier. La personne a dit, bon, ben, ça doit être mon état de compte mensuel. Le mis de côté, big deal. Je m'assole, je n'ai pas besoin de regarder ça. Non, c'était une lettre comme de quoi qu'elle a fermé son compte parce qu'il avait été à découvert. Il n'a jamais eu la lettre parce qu'il n'a pas ouvert. Bien, il a eu la lettre, il n'a pas ouvert parce qu'il n'ouvre pas son courrier, il lit pas son courrier. Et puis un jour, il est arrivé pour utiliser sa carte de guichet, puis le compte avait été fermé. Mais là, c'était tout de négocier, de retourner à la caisse. Puis maintenant, en tout cas, on est avec la caisse Memphremagog, donc c'est plus des personnes locales qui s'occupent à la caisse. C'est plus des personnes qui travaillent à la caisse, c'est plus des gens locaux comme ça a déjà été. Fait que là, la personne a dû se confronter à des inconnus qui ne connaissent pas, qu'avant, il arrivait à la caisse, tout le monde connaissait, on l'aidait, tout ça. Oh non, là, c'est par rendez-vous. Il a fallu qu'il fasse une demande de réouverture de compte qui impliquait écrire une lettre d'explication, qui est une chose qui est très énorme. Il se voit devant une institution. On lui demande de remplir de la paperasse, on lui demande d'écrire le constat de sa situation et puis de dire, ben je ne le ferai plus jamais. Et ces trucs-là, tout par écrit, signé. Et puis là, il dit, ben oui, OK, bon, ben là, j'ai tout fait ça, je peux avoir, ben là, on change de compte. Ton compte est fermé, c'est un nouveau numéro de compte. Il faut qu'il appelle toutes les instances du gouvernement qui font des dépôts. Il faut qu'il remplisse des paperasses, des demandes indiquant qu'il a changé de numéro de compte. Non, mais c'était énorme, là, pour cette personne-là, de tout gérer ça. Parce qu'il n'a pas ouvert son courrier. Il y avait déjà eu un organisme d'alphabétisation à Magog, mais qui n'existait plus depuis plus que 10 ans. Et que les besoins dans la région étaient très grands. Il y avait eu beaucoup de fermetures d'usines. Il y en a eu depuis, d'ailleurs, la création du train des mots. Alors, je savais qu'il y avait du travail à faire dans la région. Il y a beaucoup de fermetures d'usines. Puis les gens à Magog qui ont vécu dans un milieu qui était revenu moyen, à l'aise, et que là, ils ont changé de revenu, ils ne veulent pas s'identifier. Ils se cachent. Donc, eux autres, le communautaire, c'est pas pour eux. Et quand ils viennent vers le communautaire, bien là, ils sont vraiment rendus, c'est dans un état quand même autant mental des fois que financier, très, très en difficulté. Moi, je pense que la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que selon les statistiques, l'Organisation mondiale de la santé a décrété qu'en 2020, ce serait l'enjeu numéro 2 au monde
au monde de la santé mentale. Parce qu'avec les sociétés telles qu'on les connaît, avec la performance, les inquiétudes, beaucoup de prises de médicaments, tout ça, qui fait que de plus en plus de gens vont pas bien, de plus en plus de gens prennent des médicaments et que je pense que de réfléchir sur sa santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Et la dépression, c'est ça, la tête veut, mais le corps veut plus suivre. Donc, nous, dans notre processus thérapeutique, on réapprend à la tête d'être au service du corps. Il y a aussi des ateliers de créativité, il y a Exploration de soi par la créativité qui est un atelier vraiment pour que les gens réapprennent à jouer, parce que très souvent, quand on va pas bien, on est très préoccupé par focusser sur son mal-être. Donc, ce sont ces ateliers qui vraiment te ramènent au temps présent. Tu oublies le passé, tu oublies le futur, tu t'ancres dans le présent, puis tu as du plaisir comme sculpture sur bois, aquarelle, exploration de soi. Ce sont des ateliers vraiment pour développer sa créativité, passer un bon moment, puis oublier ses troubles. Tu connais des gens, tu fais d'autres rencontres, on a des dîners aussi. Donc, je pense que c'est important d'abolir les préjugés, puis de penser que la personne qu'on a devant soi, même si elle a un diagnostic, elle a une sensibilité particulière et c'est vraiment une grande richesse que d'apprendre à connaître tout le monde. Moi, je m'appelle Marie-Claude Duchesne, je suis intervenante sociale pour l'équipe Ressources Relais à Magog. On est plusieurs intervenantes. Notre mandat commun, c'est de rejoindre les gens qui n'ont pas de service et de référer vers les bonnes ressources pour répondre à leurs besoins. Ça nous amène à fréquenter des milieux plus informels où les gens s'y tiennent. Ils ont une belle vue, il y a la rivière, les gens pêchent, c'est assez plaisant. C'est un beau coin, mais c'est ça, à l'abri des regards, donc il peut se passer plein de choses, puis c'est des lieux de rassemblement informel. En fait, Magog, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur cette ville-là parce qu'on la voit beaucoup comme une belle ville, puis c'est vrai que c'est une belle ville où les gens viennent pour le tourisme, pour la plage, pour finir leur jour dans un environnement qui est bien. Puis c'est vrai qu'il y a des beaux terrains assez dispendieux là, de personnes qui viennent ici, mais il y a un clash assez important entre une personne qui habite ici puis qui vit de la pauvreté ou qui vit c'est une classe moyenne, dans le fond. On la voit moins, cette partie de la population-là. Et physiquement, c'est flagrant. Il y a plusieurs problématiques qui émergent ou besoins. Là. Il y en a qui ont juste besoin de parler. Il y en a qui ont vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui existe ou comment faire pour retourner à l'école, se trouver un emploi, arriver, budgéter. Il y en a qui vivent une grande pauvreté aussi, donc ça complique pas mal tout. En fait, tous les projets. Ça devient lourd à porter quand ta journée, elle est passée à savoir comment tu vas t'arranger pour trouver de l'argent, pour mettre de l'essence ou pour payer quelqu'un ou pour couvrir la nourriture, les lunchs de tes enfants à l'école. Ici, c'est plus l'été que ça fonctionne bien, que les gens travaillent temps plein, qu'ils se font de l'argent, par exemple, les restaurants. Mais l'hiver, là, ça devient plus difficile. Être défavorisé, c'est être défavorisé, hein? C'est de l'insécurité sur tout. C'est l'alimentation, oui, monétaire, une chose amène l'autre. Si on est prestataire de sécurité du revenu, on n'a probablement pas d'argent pour avoir un véhicule. On n'a pas d'argent pour avoir un véhicule, ça fait que c'est plus difficile de négocier un emploi. Le transport à Magog, c'est vrai qu'à Sherbrooke, c'est pas pareil. À Magog, il faut marcher à Magog. Il n'y a pas d'autobus. Les jeunes de 16 ans, la première chose qu'ils veulent habituellement, c'est leur permis. Il n'y a rien qui est mis en place non plus pour préparer les personnes qui perdent leur permis. C'est la fin de leur monde, là, eux. Ils n'ont plus accès à leur sortie, ils n'ont plus accès à faire leur commission. On ne leur envoie pas. Tu sais, personne ne dit « OK, vous avez perdu votre permis, voilà les options. » tu sais. Si j'avais une baguette magique, j'agirais sur les préjugés et j'agirais sur l'ouverture d'esprit des employeurs pour donner une chance à une main-d'œuvre qui n'est pas mise de l'avant et qui est mise de côté parce qu'ils ne sont pas assez performants. L'attente. L'attente pour des services pour les enfants. C'est long, très, très, très long. Je ferai en sorte que notre système d'éducation ait les ressources pour être attentif à chacun qui trébuche pendant tout le cheminement scolaire. J'ai un fils qui a été diagnostiqué déficience intellectuelle légère.
L'école le sait, mais on doit attendre qu'il y ait 9 ans avant qu'il soit placé dans une classe ressources. Si on avait les ressources pour s'occuper de cette personne-là, elle arriverait au bout du processus à l'âge de 16 ans, elle serait compétente pour lire ou écrire, mais en fait, peut-être pas nécessairement, mais elle aurait développé tout son potentiel. Et par la suite, si on parle en gestionnaire, on ferait des économies sans compter de ressources qu'on est obligé de mobiliser de toute façon pour prendre soin de ces gens-là, parce qu'on ne veut pas les laisser sécher sur le coin de la rue ou geler sur le banc de neige en hiver. C'est un préjugé de penser que les gens sont bien dans ce qu'ils vivent, qu'ils sont bien dans leur merde ou qu'ils sont bien dans leurs difficultés. C'est blessant puis ça fait mal. Tu sais, le préjugé, c'est se faire comme rejeter. Moi, j'ai eu la chance qu'il y a des professeurs qui m'ont dit ah, « Viens, on va te donner un coup de main. » Ou « Toi, tu as tel talent, on va t'aider, on va développer ça. » C'est d'aller plus loin que les apparences. Tu sais, quelqu'un qui te demande des sous pour manger, peut-être qu'il veut aussi parler de ce qu'il vit puis d'avoir du support. Puis il y a probablement aussi plein de choses à t'apprendre. Il faut qu'on préserve et qu'on ranime nos réflexes de solidarité. De solidarité, on est tous ensemble. On ne peut pas faire une société équilibrée si on en laisse le long du chemin. À bas l'individualisme.